Nous sommes prêts à prendre les mesures nécessaires contre toutes les autres entreprises crypto qui ne respectent pas la loi américaine sur les titres financiers. Voilà ce qu'a annoncé il y a quelques jours Gary Gensler, le patron de la SEC, le gendarme des marchés financiers américains. Après les débâcles de Celsius, de Voyager et plus récemment de FTX, tout le monde s'agite pour trouver des coupables. Est-ce que la réglementation des cryptos et des plateformes d'échange était et est suffisante pour protéger les petits investisseurs? Pour certains et certaines comme Janet Yellen ou Christine Lagarde, la réponse est clairement non. Il faut aller encore plus loin dans la réglementation et en finir une bonne fois pour toutes avec ce Far West. Pour d'autres, comme Gary Gensler, les lois existent déjà. Il ne faut pas en rajouter, mais s'assurer que les acteurs de l'écosystème crypto les respectent au même titre que les entreprises et acteurs de la finance traditionnelle. Selon lui, cela ne fait aucun doute. La plupart des cryptos sont des securities, c'est-à-dire des titres financiers et sont donc censés respecter les mêmes règles que les marchés sur lesquels s'échangent des actions d'entreprise ou des obligations. Pour rappel ou pour info, la différence subtile mais fondamentale entre un actif financier et un titre financier, ou security en anglais, réside dans le fait qu'il y ait ou pas un contrat d'investissement entre le vendeur et l'acheteur. On va y revenir un peu plus loin. Il faut bien comprendre qu'à partir du moment où vous rentrez dans la catégorie des titres financiers régulés par la SEC aux US, par l'AMF en France ou par la FINMA en Suisse, vous évoluez dans une ligue complètement différente. Si vous désirez émettre des actions d'une société ou de la dette sur le marché, vous allez devoir fournir un certain nombre de documents aux entités de contrôle ainsi qu'aux investisseurs pour montrer patte blanche et expliquer en détail les tenants et aboutissants du produit financier que vous proposez. Donc, en gros, quel est votre business, d'où vient le rendement, quels sont les risques et tout un tas d'autres informations. On est très loin du simple site internet et du vulgaire PowerPoint comme le font la plupart des projets crypto lorsqu'ils émettent leurs tokens. Constituer un dossier pour la FINMA suisse par exemple nécessite d'engager des avocats spécialisés sur le sujet et qui vont pouvoir préparer tous ces documents. Et plus vous voulez toucher un public large, plus ce dossier s'épaissit. Si vous vous cantonnez à des investisseurs dits qualifiés, c'est-à-dire des particuliers qui ont beaucoup de sous et qui connaissent un peu la finance, les exigences seront très différentes par rapport à un produit destiné aux petits porteurs. Toutes ces démarches nécessitent pas mal de temps et beaucoup d'argent. Binance a par exemple foncé sans vraiment demander la permission à personne et ils sont maintenant assez gros pour se payer une armée d'avocats et aussi éventuellement influencer la décision des autorités compte tenu du poids qu'ils pèsent dans le pays. Et oui, à un moment donné, vous représentez des emplois et un potentiel fiscal important, donc vous n'allez pas être traité comme l'entrepreneur juvénile tout seul dans sa chambre. Bref, lancer une startup crypto en suivant toutes les règles à la lettre est beaucoup moins facile que de lancer un token plus ou moins sauvagement sur un exchange décentralisé. Quand vous ne touchez pas grand monde, ce n'est pas vraiment un problème. Tout le monde s'en fiche que vous émettiez un token et que vous le vendiez à votre famille et à vos amis. Par contre, quand vous touchez un public plus large et que le token atteint une capitalisation importante, alors là vous attirez l'attention parce que vous touchez potentiellement à l'épargne de Madame Michu qui a le pouvoir d'aller se plaindre auprès du régulateur qui sera du coup accusé de ne pas avoir fait son travail. C'est un peu comme si vous vendiez des pots de confiture. Si ça reste à l'échelle locale de vos voisins et de votre quartier, vous pouvez bien faire ce que vous voulez. Par contre, quand votre confiture se retrouve dans les rayons de tous les plus grands supermarchés, alors là, vous avez intérêt à avoir mis en place des contrôles qualité, d'hygiène, des systèmes de traçabilité, etc. Et c'est justement le rôle des autorités de s'assurer de tout ça. Et c'est tout le problème ou l'avantage des cryptos en fonction de comment on se positionne. La technologie permet de toucher un marché global quasi instantanément avec très peu de ressources. Bref, la plupart des cryptos n'auraient probablement jamais vu le jour si les fondateurs de ces projets avaient dû attendre le feu vert des autorités pour émettre leurs tokens. Ils sont donc partis tout chousse et on se retrouve aujourd'hui avec plus de 10 000 cryptos actifs divers et avariés, ressemblant furieusement à des titres financiers, disons-le, mais tout le monde évite soigneusement le terme pour ne pas attirer la matraque du régulateur. On a notamment beaucoup parlé de utility token et surtout pas de security token. C'était le cas du jeton FTT de FTX par exemple, qui était censé donner aux détenteurs du token un certain nombre d'avantages sur la plateforme comme par exemple des frais réduits ou alors l'accès à un certain nombre de modules particuliers. En théorie, sur le papier, ces tokens ne représentent pas de part de la société ni de la dette, donc ils ne peuvent pas être considérés à proprement parler comme des titres financiers. On se rapprocherait plus des points de fidélité ou des miles que vous accumulez quand vous voyagez. Oui, mais non, ce subterfuge pour lever du capital auprès du grand public n'a pas convaincu grand monde à part les personnes que ça arrangeait. Les utility tokens existent, il y en a quelques-uns, mais a priori les critères vont fortement se rigidifier à l'avenir. Des personnalités comme Cory Clipston ou Michael Saylor répètent depuis des années que les cryptos comme Ether ou XRP sont des titres financiers non déclarés et qui s'échangent en toute illégalité depuis leur lancement. Alors vous allez me dire, en même temps ce sont deux bitcoiners maxi, ils ne sont peut-être pas très objectifs sur le sujet. Ben ils sont loin d'être les seuls à penser de cette manière. Comme on l'a dit tout à l'heure, Gary Gensler pense aussi que la plupart des cryptos circulant actuellement sur le marché sont des titres financiers et qu'ils devraient être de facto supervisés par la SEC. Par contre, la situation est encore très floue. La plupart des cryptos,
Qu'est-ce que ça veut dire? Quels sont les critères pour être ou ne pas être considéré comme une security? Personne n'a encore donné de réponse précise à cette question. C'est justement le point clé du procès en cours depuis 2 ans entre la société californienne Ripple et la SEC. Pour certains, il s'agit de l'un des procès les plus importants du siècle. Est-ce que le token XRP est un titre financier qui aurait été émis sur le marché et vendu au public par la société Ripple sans l'autorisation des autorités compétentes? Tout le monde regarde avec énormément d'attention les débouchés de cette affaire car cela va créer un précédent qui va automatiquement influencer la politique future de la SEC en matière de crypto. En fait, ce n'est pas tout à fait correct. Il y a déjà eu un précédent particulièrement important, l'affaire LBRY versus SEC. Il y a quelques semaines à peine, la startup américaine a perdu son procès contre la SEC. Pour info, LBRY est, entre autres choses, derrière le projet Odyssey qui se veut être le YouTube décentralisé. Il y avait déjà eu par le passé quelques procès liés aux ICO de 2017 comme la class action contre la fondation Tezos par exemple, mais la SEC n'était pas directement impliquée. Ici, c'est bien le gouvernement américain qui, après plusieurs années d'enquête, décide d'attaquer la startup LBRY en justice en mars 2021 pour avoir vendu des tokens LBC sans autorisation préalable de leur part. La SEC a réussi à avoir gain de cause devant une cour du New Hampshire en prouvant que la jeune société avait bel et bien émis des titres financiers sans se conformer aux exigences du Securities Act de 1933. On ne connaît pas encore les sanctions exactes encourues par les fondateurs du projet, mais ces derniers ont d'ores et déjà déclaré que LBRY était ruiné par cette affaire. Cela montre bien le poids et la puissance de la machine administrative lorsque celle-ci se met en marche. D'après les dernières informations, la SEC exigerait 20 millions de dollars d'amende et une mise en conformité immédiate. Pour info, la vente du token LBC avait permis de lever un peu plus de 12 millions de dollars. On ne sait pas encore si le verdict de cette affaire LBRY versus SEC aura ou non un impact significatif sur l'autre procès en cours impliquant Ripple. Pour l'avocat de la défense chargé de l'affaire, la réponse est non. Le cas de Ripple est très différent de celui de LBRY et ils ont apparemment en leur possession un certain nombre d'arguments et d'éléments les rendant très confiants sur le verdict final. Pour comprendre toutes ces affaires, il faut revenir sur le Howey Test. C'est le concept sur lequel repose encore aujourd'hui l'ensemble de la réglementation américaine des titres financiers. En 1946, l'affaire SEC versus Howey Company atteint la Cour suprême des États-Unis. Les autorités américaines de l'époque poursuivent cette société basée en Floride car cette dernière a vendu sans autorisation de nombreuses parcelles de terrain sur lesquelles poussent des citronniers. Les investisseurs déléguaient ensuite l'exploitation du sol aux équipes d'Howey. Pour la SEC, ce montage représente un contrat d'investissement entre Howey et les acheteurs des parcelles et non pas simplement un actif financier comme le prétendent les avocats de la défense en expliquant qu'Howey vendait simplement des mètres carrés de champs de citronniers. Cette affaire débouche sur le fameux Howey Test qui est utilisé depuis aux États-Unis pour déterminer si un actif financier est rattaché ou non à un contrat d'investissement et est donc considéré comme une security. Le Howey Test s'articule autour de 4 questions. Y a-t-il une transaction financière, donc en gros est-ce qu'il y a de l'argent en jeu? Deuxième chose, s'agit-il d'une entreprise commune, c'est-à-dire l'union de plusieurs investisseurs cherchant à atteindre un but commun? Troisième question, y a-t-il une recherche de profit? Est-ce que les investisseurs s'attendent à avoir fructifié leur capital? Et puis dernière chose, est-ce que le succès du projet dépend de personnes tierces bien précises et identifiées? C'est en se basant sur cette checklist que le procureur de l'affaire LBRY a eu gain de cause. Il a pu montrer factuellement que la réponse à toutes ces questions était oui et que le token LBC comportait bel et bien en lui un contrat d'investissement et devait donc être validé par la SEC avant d'être proposé au public. Bref, on voit bien dans toutes ces histoires que ces questions légales sont complexes. Ce n'est pas blanc ou noir, et encore moins avec l'arrivée des cryptos et des organisations décentralisées autonomes, les fameuses DAO. Comment juger du niveau de décentralisation des différents projets? Point essentiel pour répondre à la 4e et dernière question du Howey Test. Faut-il regarder comment est distribué le token au sein des investisseurs? Faut-il analyser la répartition des nœuds sur le réseau? Faut-il regarder le nombre de développeurs travaillant sur le code et ayant un pouvoir de gouvernance? Est-ce que le mécanisme de consensus sur lequel repose le réseau, preuve de travail ou preuve d'enjeu par exemple, est également un paramètre déterminant? Et puis un token pourrait très bien être considéré comme un titre financier au départ lors de son lancement et puis sortir de cette catégorie au cours de sa vie lorsque le projet a atteint une taille critique et un niveau de décentralisation suffisant. C'est ce que certains partisans d'Ethereum suggèrent par exemple, mais ça ne semble pas convaincre tout le monde comme la sénatrice Cynthia Lummis qui a récemment déclaré que le passage à la preuve d'enjeu lors du merge a justement fait passer définitivement Ethereum dans le camp des titres financiers. Bon, soyons clairs, les discussions et les débats sont loin d'être terminés sur le sujet. Déterminer si une crypto est une security ou non n'est pas chose facile. Lors de toutes les dernières révolutions technologiques, on a toujours tenté de faire rentrer les nouveaux outils dans le cadre réglementaire existant. Et puis on se rend relativement rapidement compte que ça ne marche pas, le cadre explose en éclats, et on en crée un nouveau, plus adapté aux innovations qui sont en train d'apparaître. On n'encadre pas les chevaux
crypto et l'automobile de la même manière. Pourtant, c'est ce qu'ils ont essayé de faire à l'époque. Avec les cryptos et les organisations décentralisées, c'est un peu la même chose. C'est difficile de faire rentrer ces nouvelles créatures dans les catégories qui existent actuellement dans la réglementation financière. Mais dans le pire des cas, que pourrait-il se passer dans un avenir proche si les autorités décidaient de taper du poing sur la table? Eh bien, premièrement, comme on l'a vu dans le cas de LBRY, les fondateurs de tous ces projets crypto pourraient être poursuivis en justice et éventuellement être condamnés à payer des amendes relativement conséquentes. Ce qui serait assez dissuasif pour tous les geeks voulant dans le futur lancer rapidement une application décentralisée avec un token associé. De plus, si un certain nombre de cryptos étaient considérés comme des securities, les plateformes d'échange américaines comme Gemini ou Kraken devront délister tous les tokens n'ayant pas été approuvés par la SEC. Mais elles devront également obtenir les licences adéquates pour proposer ce genre de produits financiers au public. En gros, elles devront se mettre à niveau de structures comme le New York Stock Exchange. Là encore, on ne parle plus du tout du même budget compliance. On comprend par exemple un peu mieux la démarche de Coinbase qui soutient Ripple dans son procès contre la SEC. Si les cryptos deviennent des securities, la fête est terminée, messieurs dames. On ne reverra probablement pas de bull run comme ceux de 2017 ou 2021. On en revient à se poser la question du but et de l'efficacité de ces lois. Protéger les petits investisseurs, certes, mais il faut bien avoir conscience que cette réglementation appliquée depuis des décennies dans la finance traditionnelle a également créé un club très fermé et select où les meilleures opportunités d'investissement sont réservées à une élite fortunée. Grâce aux cryptos, n'importe qui peut relativement facilement créer une promesse et lever de l'argent grâce à la vente d'une partie des jetons préminés, mais aussi investir très tôt dans des projets intéressants. Les investisseurs sont libres d'acheter ou non ces jetons si l'utilité future et le business model de ce token vous semblent intéressants. Ici, il faut bien avoir conscience que dans ce genre d'investissement, vous faites fondamentalement confiance aux personnes émettant la crypto. Ce n'est pas un problème en soi, il faut juste en avoir conscience. En revenir à ce qu'on disait juste avant, certains diront que ce marché complètement libre et ouvert de l'investissement et du capital se transformera en cimetière pour les particuliers si le gouvernement ne supervise pas tout ça, car il faut des compétences particulières et très pointues pour investir dans de jeunes projets. Ouais, là encore je ne suis pas tout à fait d'accord. Oui, il y aura des abus, des personnes malhonnêtes surferont sur ces nouvelles modes pour lancer des arnaques. Mais d'un autre côté, j'aime aussi l'idée que les gens sont capables de réfléchir, faire leurs propres recherches, apprendre de leurs erreurs et qu'ils n'ont pas forcément besoin d'un gouvernement pour les protéger d'eux-mêmes. Comme le dit très bien notre ami Benoît Huguet, je veux être libre de pouvoir investir et perdre mon argent comme je le souhaite. Et personnellement, je suis assez aligné avec ça. On laisse les gens acheter des tickets de loto avec une espérance de gain négative ou des paquets de cigarettes nocifs pour la santé, mais par contre, pas touche aux cryptos. C'est bien trop risqué. Honnêtement, de qui on se moque? Et pour ceux qui me répondront « Oui, mais avec du private equity ou du capital risque traditionnel, il y a des contrats en bonne et due forme qui bordent tout, alors que quand tu achètes des tokens, tu n'as aucun droit, pas de dividendes par exemple, c'est du vent. Tu ne peux compter que sur la parole des personnes émettant le token. » Alors plusieurs éléments de réponse à ça. Premièrement, pour de nombreux tokens comme le CRV de Curve ou le Liquity du protocole du même nom, il n'y a pas de contrat papier, certes, mais il y a bel et bien un contrat qui relie le détenteur du jeton au protocole de l'application. Ce sont les fameux smart contracts. Les règles ont été écrites dès le départ et en achetant le token, vous savez très bien à quoi vous aurez le droit. Éventuellement une partie des revenus du protocole, un droit de gouvernance ou encore des frais plus bas. Pour cette catégorie de tokens, code is law. Après, il y a la tokenisation de titres financiers traditionnels, comme des actions d'entreprise ou des obligations. Là, c'est une catégorie complètement différente des cryptos liés à des DAO. Pour ce genre de token, il y aura la plupart du temps le même type de documentation que dans la finance traditionnelle. On est progressivement passé du papier à la version numérique et puis maintenant on utilise des tokens, qui semblent être la manière la plus efficace de manipuler des actes de propriété sans entité centrale. Ce qui change absolument tout dans la liquidité, dans la programmabilité et l'interopérabilité de l'actif en question. Si vous en doutez encore, regardez les stablecoins. Ce ne sont que des fiat tokenisés. La même chose sera faite avec plus ou moins tous les autres actifs financiers. C'est un changement de technologie, un changement de support, comme le passage de l'ADSL à la fibre optique. Maintenant, disons-le, ces fameux contrats exigés par les autorités financières sont là pour informer et rassurer les investisseurs, mais honnêtement, c'est de la poudre aux yeux. Vous pouvez avoir signé tous les papiers que vous voulez, si les personnes derrière le projet veulent vous planter, ils vous planteront. Et malheureusement, on ne tombe pas un œuf. Demandez ce qu'en pense par exemple le fonds Sequoia, l'un des plus gros, si ce n'est le plus gros cabinet de venture capital du monde, qui avait investi 214 millions dans FTX. Je peux vous dire qu'ils avaient signé des kilos de papier, et ça n'a pas dissuadé SBF de partir dans ces délires. Donc à quel point les États doivent restreindre la liberté des investisseurs et des entrepreneurs pour assurer la sécurité du marché? On en vient à un dilemme débattu par les philosophes et les politiciens depuis des siècles. Où se trouve le bon équilibre entre liberté et sécurité?
Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous dans les commentaires, ça nous intéresse. Comme on l'a dit juste avant, oui, il y a des projets frauduleux et des tokens inutiles qui sont créés uniquement pour s'enrichir rapidement en se servant des petits investisseurs comme Exit Liquidity. Mais il ne faut pas tout mélanger non plus. Il existe également dans l'écosystème des entrepreneurs et des développeurs talentueux et bien intentionnés cherchant à financer leurs projets en dehors du système traditionnel. Oui, c'est un nouvel écosystème risqué, mais truffé d'opportunités. Ça j'aime beaucoup parce que ça permet à n'importe qui en fait de créer n'importe quel coin pour financer n'importe quel projet auprès de n'importe qui. Donc les gens vont me dire que c'est n'importe quoi. Oui, mais c'est à l'image d'Internet. C'est-à-dire que Internet, c'est une technologie qui permet à n'importe qui d'écrire sur n'importe quoi, de le publier, et n'importe qui d'autre peut le lire et l'apprécier, le diffuser, en faire ce qu'on veut. On va se dire que sur Internet va être publié n'importe quoi. Bah non, il y a aussi Grand Angle. Tu vois, donc voilà, et aussi le journal Bitcoin et d'autres, etc. Mais en fait, cette liberté permet évidemment des abominations, mais en réalité, il faut quand même être optimiste. C'est dans le long terme, la vérité surgit. Alors parfois, sur le long terme, ça peut être long. Mais voilà, cette liberté de création, en fait, va permettre l'émergence de contenus qui n'existaient pas jusqu'alors, la diffusion de connaissances, etc. Ça, c'est Internet. Et sur le marché des crypto-monnaies, en fait, cette facilité que vont avoir les entrepreneurs de créer une crypto-monnaie qui va servir à financer n'importe quelle idée auprès d'un projet, auprès de n'importe qui dans le monde, en fait, qui va être en adéquation avec ses idéaux, et bien, en fait, ça permet une effervescence, une liberté créative qui n'existait pas ailleurs. Et le meilleur exemple, c'est Ethereum. En tout cas, il y a une chose sur laquelle tout le monde semble être enfin d'accord, Bitcoin, de son côté, n'est pas un titre financier. Il s'agit d'une matière première numérique. Compte tenu de sa conception quasi immaculée et désintéressée, sans préminage, de son degré de décentralisation ou encore de la nature anarchique de son organisation, au sens noble du terme, Bitcoin est clairement une classe à part dans les cryptos et nous le répétons suffisamment souvent sur la chaîne. Ce qui est bien, c'est que les régulateurs du monde entier commencent enfin à le comprendre.